Bonjour à tous. Donc oui, Alain a très très bien introduit cette conférence et d'abord merci d'être là. Ça fait du bien. Je crois qu'encore plus aujourd'hui qu'hier, c'est important de se rencontrer, d'échanger, de partager, de continuer à s'inspirer. Si on veut vivre dans un monde et si on veut un futur un peu plus euh, qui nous ressemble et dans lequel on a envie de vivre, c'est important. Ce futur, il doit passer évidemment par une révolution. On imagine sans problème que la révolution, elle doit être green et éthique. Mais entre les volontés, la réalité, les possibilités, il y a souvent un monde. Et c'est cette question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Donc avec nos trois intervenants, Maude, la première. Bonjour Maude. Donc Maude est fondatrice, directrice du site Label Emmaüs, donc le site e-commerce d'Emmaüs. On imagine les enjeux quand on est Emmaüs, qu'on a envie d'humaniser le e-commerce, qu'on a envie de se battre contre des gros comme Amazon. C'est un vrai chantier et on va en parler aujourd'hui. Et bravo pour cette initiative d'ailleurs parce qu'elle est vraiment importante. Ensuite, on a Laetitia Van de Velde, qui est fondatrice de l'Amazona. Bonjour. L'Amazona que vous connaissez certainement, quasiment tous, j'imagine maintenant, qui il y a 10 ans a lancé une marque vegan, de cosmétiques vegan et zéro déchet. Maintenant, ça vous paraît absolument une évidence, mais il y a 10 ans, c'était un vrai combat. Et ensuite, on a Davidé qui est fondateur de Keeply, des matelas naturels, le premier matelas naturel en France. Et c'est vrai, c'est ce que je disais à Laetitia juste avant, on ne se rend pas toujours compte qu'on dort souvent sur des poubelles, sur du plastique, sur du pétrole, etc. Parce que c'est bien emballé, on s'en rend pas compte. Et en fait, Davidé, il a créé une offre contre ça. Donc voilà, c'est nos trois intervenants du jour sur lesquels... Alors, et du coup, on va donc s'interroger sur la fameuse question, comment faire du business green et éthique. Et d'ailleurs, est-ce que le green et éthique peut être business? Est-ce que le profit peut être éthique, etc., etc. Et d'ailleurs, j'ai envie de commencer avec vous, Maude, et à se poser la question, c'est quoi un business éthique? Bonjour à tous. Alors, quelques petits mots sur la Belle Emmaüs pour que vous ayez en tête ce qu'on fait et ce que ça représente aujourd'hui. Donc, on existe, on a créé une coopérative il y a 4 ans maintenant. Et cette coopérative, elle a lancé une marketplace. Je vois qu'on a un débat d'ouverture concurrent sur les marketplaces qui a attiré du monde. Donc, on a choisi de créer une marketplace, nous aussi, chez Emmaüs. On s'est lancé en décembre 2016. On s'est lancé vraiment, on n'y connaissait absolument rien. On n'avait même pas de département des systèmes d'information chez Emmaüs, hein. On utilisait Excel, enfin, on n'avait pas de RP, on n'avait vraiment pas cette culture informatique et donc encore moins une culture e-commerce. Pour autant, on avait 450 points de vente partout en France, donc une sacrée force de frappe sur le territoire en points de vente physique. Et il était vraiment stratégique, indispensable qu'on se lance sur le web. Évidemment, on avait même beaucoup de retard, à vrai dire, puisque déjà à l'époque, Amazon avait plus de 20 ans, Le Bon Coin 10. Voilà. Et donc tous ces modèles mettent à mal un modèle de réemploi solidaire comme Emmaüs, évidemment, quand on peut vendre plutôt que de donner et quand on peut acheter en ligne très facilement comme ça, de l'occasion, bon, on va moins penser au bric-à-brac. Et nous, c'est vraiment, pour le coup, c'est notre business, parce que Emmaüs n'a pas de subvention, ni publique ni privée. Et depuis 70 ans, on aide des personnes par le travail et par la vente des produits que les gens nous donnent. Donc, on assume cette activité économique depuis 70 ans. On n'est pas du tout dans le caritatif. Et donc, business n'a jamais été un gros mot pour moi. Voilà, tout dépend de la répartition des richesses et du pouvoir, en fait, hein. Je crois que c'est ça la base. On peut faire du business avec absolument tout. Après, c'est tout simplement ce qu'on va faire du profit. Donc, nous, aujourd'hui, on a 1 million de produits référencés sur le site. Et ces produits, ils sont référencés par des personnes en parcours d'insertion, par des compagnons qui sont formés par la même occasion à des métiers qui sont en tension. On a aussi envie de faire de l'insertion professionnelle dans les métiers porteurs, dans le numérique, et pas seulement dans l'entretien des espaces verts, le BTP, voilà, des secteurs qui sont traditionnellement réservés au domaine de l'insertion. C'est pourquoi on a aussi créé une école qui s'appelle La Belle École et qui forme sur plusieurs mois des personnes au chômage.
à des métiers comme graphiste, community manager, enfin voilà, tout un tas de métiers dont on a besoin dans le e-commerce. Et qui ne sont pas réservés à des gens qualifiés académiquement. En fait, on peut être aussi autodidacte et aspirer à ces métiers et les faire très bien. Voilà pour l'intro. Après, je ne sais pas si... C'est déjà une belle définition de l'éthique. Oui, oui. Et ça fait du bien. Euh, Laetitia, c'est ce que je disais en entrée, donc ça fait 10 ans que tu as lancé l'Amazona, cosmétique bio, vegan, zéro déchet, une évidence aujourd'hui, ce qui n'était pas il y a 10 ans. Comment t'expliques cette évolution? Est-ce que c'est tes valeurs qui ont réussi à être transposées à la France entière déjà, ou est-ce que c'est vraiment les clients qui avaient besoin de ça et qui n'en avaient pas conscience à l'époque? Alors, j'aurais pas cette prétention. Non, pour moi, il y a eu un marqueur très très net. Ça a été la COP 21 en 2015 qu'on a accueilli en France. Et tout à coup, le projet L'Amazona de produits zéro déchet pour la salle de bain a été compris. Parce qu'avant 2015, on était plus vu comme une marque de cadeaux. Ça se voyait, il y avait un pic à Noël. On offrait des auriculis pour se curer les oreilles à ses papy-mamie et des shampoings solides à sa petite sœur pour lui faire découvrir ce truc un peu bizarre. Et en 2015, on est devenu un produit de consommation beaucoup plus courante. Et vraiment, pour moi, le marqueur, il est là. Et justement, alors il y a ce marqueur-là, mais il y a une vraie croissance dans l'entreprise. Les premières années étaient plus compliquées. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est une évidence, on en parle partout. Si on fait l'inverse, ça va devenir bizarre. Si on fait des shampoings liquides dans du plastique et tout, on va se dire mais c'est quoi cette marque? Qu'est-ce qui fait que les clients ont vraiment changé et qu'est-ce qui fait qu'à un moment ils se sont dit ok, je n'achète plus mes produits chez Carrefour, chez Leclerc, on en reparlera tout à l'heure que tu as créé une marque pour concurrencer, pour être présente chez les GMS, mais comment à un moment ils se sont dit ok, je vais acheter du shampoing sur internet solide parce que en fait c'est ça de ce dont j'ai besoin. Oui, donc tu as eu beaucoup de blogueuses qui se sont mises à devenir zéro déchet. Au lieu de parler de maquillage, de cosmétiques, elles se sont mises à parler de leur mode de vie. Et du coup, elles se sont engagées de plus en plus loin dans ce mode de vie zéro déchet. Il y a eu Bea Johnson aussi, qui s'est mise à faire des conférences partout dans le monde et qui a montré qu'il était possible, avec une famille de 4 personnes, de ne générer que 1 bocal de déchets par an. Donc il y a eu plusieurs exemples comme ça qui sont arrivés d'un seul coup. Et à un moment où on attendait des solutions, on sentait le problème montant du plastique dans les océans. Il y avait eu la découverte du nouveau continent de plastique qui a commencé à faire grand bruit. Il y a eu énormément de reportages. On a vu plusieurs années, au mois de septembre, un documentaire fort sur différentes chaînes de télé, mais sur les mois de septembre, il y avait un documentaire fort sur le problème du plastique. Et là, on a vu chaque année des pics des ventes et des pics qui ne retombaient pas par la suite. Donc on a une lame de fond qui est arrivée au cours des années et qui là est toujours en pleine progression. Moi j'avais très très peur que ce ne soit qu'une mode après cette hausse en 2015, que ça retombe au bout de 2-3 ans, et pas du tout. Là ça fait 5 ans que ça se maintient, et plus que se maintenir, ça progresse énormément. Aujourd'hui on est copié par L'Oréal, Henkel, Unilever et tout le monde, donc je pense que là... C'est plutôt bon signe. Oui. Le plastique, c'est aussi un de tes combats, Davidé. Donc, je le disais, on a très peu conscience, et moi, j'en avais pas avant de te rencontrer, avant de connaître Kipli, qu'on dormait sur des poubelles. Si je fais un peu de publicité, on dort sur des produits qui sont pas très bons, ni pour la planète, ni pour nous. Quand toi, tu lances un matelas éco-responsable, naturel, tu nous le présenteras. C'est quoi? C'est de l'opportunisme de marché ou c'est vraiment une volonté de prise de conscience? Lancer un matelas comme ça, pour moi, c'était une évidence parce qu'en fait, mon oncle avait une usine qui produisait des matelas en latex naturel. Et donc, depuis que je suis petit, en fait, je connais cette industrie qui est une industrie très opaque, comme il peut y en avoir beaucoup. Donc, je connaissais les produits qui étaient vendus. J'aurais jamais dormi sur un matelas pareil. Quand j'ai vu des DNVB lancer des produits en plastique, en polyuréthane, en plastique, et tout ce qui est memory foam, en fait, c'est un dérivé du pétrole, je me suis dit c'est quand même un peu absurde qu'on arrive à proposer ce type de produits alors qu'il existe des alternatives qui sont 1000 fois mieux. Et en fait, on s'est dit, moi j'avais la volonté de ne pas gaspiller cet héritage qui venait de ma famille. Et mon oncle, il n'avait jamais réussi à vendre ses produits en Europe. En fait, ces produits étaient vendus presque
90% en Corée du Sud et au Japon. C'est des marchés qui sont plus en avant par rapport à tout ça. Et donc, je me suis dit, c'est quand même incroyable qu'en Europe, on n'arrive pas à avoir ce type de discussion. Et donc, je dis, cet héritage, comme mon oncle était tombé malade, donc l'usine allait être vendue, je me suis dit, cet héritage ne peut pas être gaspillé. Et donc, je me suis dit, il faut lancer un truc, il faut faire comprendre aux gens qui dormir sur ça, c'est pas bien. Et en fait, il existe des alternatives qui sont 1000 fois mieux. Et voilà, c'est un peu ça. Et maintenant, il y a Kipli, quoi. Et maintenant, oui, on est 20 personnes en France. L'entreprise a acquis 2 ans. Je trouve qu'il y a une prise de conscience qui monte. Nous, on a lancé quand ces débats, en fait, il n'était pas si fort, hein, un peu comme l'Amazona. On a vu monter ces débats. Et avec ces débats aussi, on a vu monter nos clients. Et donc, ça fait plaisir aussi parce que voilà, on se sent en fait partie d'un débat qui monte et qui prend plus d'ampleur et que les gens prennent conscience. Ça fait du bien, quoi. Et tu as des gros concurrents en France, que ce soit des grands groupes, que ce soit des plus petites marques, entre guillemets, des DNVB. Il y a des nouveaux, depuis que tu es arrivé, qui se sont lancés sans faire des produits naturels. Contrairement à toi, où aujourd'hui en cosmétique, sur les petites marques, on n'imagine plus des produits pas naturels. Toi, ça continue. Comment tu l'expliques? Bah, il y a, je pense, 2 explications. La première, c'est que faire un produit comme les matelas qu'on fait, c'est très compliqué. Donc, il y a quand même des barrières industrielles à l'entrée très, très dures. Il y a peu d'usines. Par exemple, en France, il n'y a pas une usine qui est capable de produire un matelas latex naturel. Il n'y en a que 3 en Europe, en Belgique, en Italie, en Bulgarie. Donc, il y a déjà la production qui n'est pas très, très, très diffusée. Et ensuite, il y a vraiment des difficultés logistiques parce qu'un matelas latex naturel a des contraintes, donc on ne peut pas les garder stockés pendant longtemps. On ne peut pas facilement les transporter parce que c'est un peu plus lourd que les matelas en polyuréthane. Donc, il y a des contraintes qui font qu'en fait, les coûts de marketing, ils doivent être très bas, sinon le business, il ne se tient pas. Et donc, je pense que c'est tous ces éléments-là qui font qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de nouvelles marques qui se lancent dans tout ça parce que c'est très compliqué. Et donc, voilà. Moi, personnellement, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi encore aujourd'hui, je vois de nouvelles marques se lancer dans un marché qui, pour moi, c'est vieux comme... voilà. Ouais, c'est sûr que ça paraît pas très, très innovant. On a Romain Roy aussi, le fondateur de Greenwiz, donc le e-commerçant bio premier en France, en Europe, plus de 15 000 références aujourd'hui, qui est avec nous à distance. Il n'a pas pu se déplacer. Donc je ne sais pas si vous nous entendez, Romain. Il nous entend, il peut nous répondre ou pas? Ah merde. Ah, ok. Ok. Oui, c'est ça. On va parler plus. Alors, que ça soit tous les trois, alors il y a 2 fondateurs, une fondatrice aussi, mais qui appartient à une plus grosse organisation. Est-ce que finalement, vos business vous ressemblent, vous, en tant que personne? Commençons par toi, Laetitia. Oui. En fait, j'ai monté beaucoup de projets avant de me lancer dans l'Amazona. Des assos avec des copains, des sites internet, un projet qui ressemble à Facebook, mais alors rien à voir. Et puis évidemment, on a eu 3 inscrits sur le site. Enfin bon, vraiment des choses très très variées. Et le jour où j'ai eu l'idée de l'Amazona, je me suis dit que c'était la bonne idée parce qu'elle me ressemblait. Et j'ai eu une autre idée un peu au même moment que j'ai lancée pour continuer à m'entraîner avant de créer l'Amazona parce que je sentais que c'était le bon projet. Et je crois que si on veut que ça marche, c'est le meilleur moyen puisque comme ça, on peut être naturel au quotidien. Et quand on va devoir porter le projet pendant des années, c'est quand même beaucoup plus confortable. Toi, Maud, t'appartiens du coup à une plus grosse organisation. Tu es entre guillemets une employée. C'est pas ton business. Tu as des comptes à rendre. Enfin, il y a plein de choses. Il y a une organisation. Oui. Est-ce que du coup, le recrutement, que ce soit toi ou tes équipes, il est fait justement autour de ces valeurs ou il est autour des compétences pures? Alors, c'est vrai qu'Emmaüs, c'est toujours assez compliqué à comprendre en termes d'organisation, mais on est 300 structures autonomes juridiquement les unes des autres. Donc moi, j'ai vraiment créé une structure autonome juridiquement dont je suis la gérante. Donc
on va dire que c'est de l'intrapreneuriat. Hein. C'est vraiment, je travaillais à Emmaüs France, qui est la tête de réseau, qui réunit ces 300 structures. Et j'ai eu cette idée que j'ai poussée en interne. Et après, on a créé une structure qui est autonome. Donc, en fait, au quotidien, je suis très libre de mes choix. Hein. Mais on est tous très soudés, évidemment. On est une grande famille partageant beaucoup de valeurs et puis un patrimoine historique très, très fort. Donc, et je pense que ça me ressemble aussi. Enfin, disons, Emmaüs, si ça m'a autant plu, je suis partie d'Accenture, donc dans un monde professionnel très très différent, pour rejoindre Emmaüs. Si ça m'a plu, c'est justement parce que ça mélangeait à la fois un militantisme très fort, hein, qui s'attaque vraiment aux grandes causes de la précarité aujourd'hui et hier, et en même temps un modèle économique toujours très innovant. Donc c'est cette alliance en fait entre les deux qui m'a plu, et donc je pense que je suis comme ça aussi. J'ai vraiment un côté entrepreneurial, et la Belle Emmaüs c'est un laboratoire. On a créé une marketplace la première année, la deuxième un entrepôt logistique, la troisième une école. Cette année on sort un nouveau site qui va s'appeler Tréma, et ça sera un site de financement participatif comme Ulule, mais les gens vont pouvoir soutenir un projet de solidarité en donnant un objet et pas en donnant de l'argent. Voilà, donc moi j'adore, voilà, j'ai un projet en tête tous les jours, mais j'ai besoin vraiment de ce sens profond dans l'entrepreneuriat, sinon je me lèverai pas le matin avec cette énergie. Après, sur le choix des compétences, notre équipe, elle est hybride. Donc, il y a des gens qui viennent d'Emmaüs et d'autres qui viennent du web, du e-commerce. Il y a des profils très différents. Il y a des diplômés de grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, de Sciences Po, comme des gens qui sont beaucoup plus autodidactes. Enfin, voilà. Donc, c'est cette rencontre de tous ces univers aussi qui fait notre force. Et je pense qu'on n'est pas trop caricatural, voilà, dans l'aspect aussi start-up. On est très enraciné dans les valeurs aussi d'Emmaüs. Et donc le thème, c'est la croissance. Le principe, c'est pas juste de faire un business éthique, c'est de le faire croître, c'est qu'il soit grand pour avoir de grands impacts. Comment on garde justement ces valeurs de départ? Comment on garde ces engagements? Comment on arrive à recruter des gens qui prennent à cœur et à corps ces missions? David? Chez Kipli, disons que la croissance n'est pas un gros mot. Voilà, c'est quelque chose qu'on souhaite, qu'on veut. Alors, du début, on s'est dit, en fait, on veut faire un vrai business. On va faire une entreprise qui est saine, qui marche, qui donne de l'emploi, qui soupille pas les gens. Donc, on veut faire un vrai business qui grandit. Je pense qu'en fait, on peut bien concilier business éthique dans le sens que plus notre business grandit, plus il y a des impacts positifs favorables sur l'environnement. Donc, chez nous, cette dimension, c'est très clair. Et la croissance, voilà, c'est un de nos premiers combats, déjà parce que ça nous permet d'exister et de parler aujourd'hui, par exemple. Si on n'avait pas plus de 10 000 clients, peut-être je ne serais pas invité ici. Et du coup, chez mes équipes, en fait, la croissance, c'est un peu une obsession, mais c'est aussi un combat. C'est quelque chose qui est mélangé et qui devient très fort, en fait, parce que les équipes, ils l'assument et ça fait partie aussi de leur vie quotidienne. En fait, ils sont fiers d'être partie de cette aventure, non seulement parce que c'est leur travail, mais parce que ça répond aussi à des besoins intimes, je pense, liés au sens que chacun peut avoir. Voilà. C'est vrai que de par mes rencontres, j'ai pu discuter avec beaucoup de fondateurs. Certains me disaient, les 5, 10, 15, 20 premiers employés, c'est super facile parce qu'ils adorent la marque, parce qu'ils sont hyper inspirés par le fondateur. Le 500e, c'est plus compliqué de le garder parce que souvent il vient chercher un job et plus trop juste s'engager avec le fondateur. On a eu l'occasion d'en discuter tous les deux lors d'un podcast. Toi, cet engagement des collaborateurs, il arrive à vivre presque même sans toi. Comment tu l'expliques ? Alors, j'ai eu vraiment le temps de poser les bases du projet. Déjà, j'ai passé 5 ans toute seule à développer la marque, entre la première vente et mon premier salaire et la première embauche qui ont découlé en 2015, la fameuse année. Donc 5 ans pour poser les bases du projet, faire les choix de reversion à telle association, sur tel engagement, etc., etc. Ça a été vraiment structuré au moment où la première embauche est arrivée. Et les premiers salariés, je les ai recrutés pour le projet, justement, et non pas sur des compétences.
tout était à faire, donc tout était possible. Donc j'ai pris des gens qui étaient attirés par les valeurs de l'Amazona tout simplement et qui les vivaient eux-mêmes au quotidien. Comme ça, on était dans le vrai, dans tous les choix qu'on faisait ensemble par la suite. Et je visais aussi des personnes qui n'étaient pas formées pour le poste pour lesquels je les recrutais. Le premier préparateur de colis était un ingénieur en géologie, qui par la suite est devenu responsable de l'équipe conditionnement, puis de l'équipe appro-achat. Et là, il est reparti vivre un rêve de permaculture et d'habiter dans une tiny house. Donc chacun fait son chemin. Et enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'ai maintenu sur les 15-20 premiers recrutements. Les commerciaux, je voulais surtout pas qu'ils aient une formation commerciale, par exemple. Interdit. Et grandissant, par contre, un besoin de structure est né. Et là, à la demande des salariés d'ailleurs, hein, ce besoin de structure, moi je ne le ressentais pas forcément. Et là, du coup, on a commencé à embaucher des personnes un peu plus formées, qui savaient ce qu'ils devaient faire. C'est relaxant aussi, ça, hein, pour le chef d'entreprise. Mais qui eux-mêmes sortaient de gros postes, de grosses entreprises, et ils recherchaient des valeurs qu'ils ne trouvaient plus là où ils étaient. On a mon contrôleur de gestion, là c'est l'ancien contrôleur de gestion de LPG System. Donc très très différent. On a une personne de Thales, de Boulanger, etc., qui arrivent sur des gros postes chez nous, mais qui n'ont rien à voir avec l'ampleur de leur poste précédent. Des personnes qui divisaient leur salaire par 2 pour rejoindre un projet pour ces valeurs. Donc là, à moi de faire en sorte que les valeurs soient bien toujours là, bien toujours au centre du projet. On pense au format entreprise libérée, là, avec les managers. C'est quelque chose qu'on a dans un coin de la tête. Donc l'entreprise libérée, c'est une entreprise dans laquelle le patron ne prend plus aucune décision. On en est très très loin, mais on réfléchit quand même dans ce sens-là pour réussir à autonomiser les équipes au maximum. C'est encore un concept assez complexe dont on aura l'occasion de reparler, mais ça insiste vraiment sur le fait qu'il faut que les valeurs soient là au quotidien si on veut que ça fonctionne, parce que sinon le modèle peut vaciller très rapidement. Mais jusque-là, ça va. Et on a un CSE qui a été élu et qui prend la main sur toutes les organisations de soirées, d'après-midi, escalade, etc. Et c'est en ce sens-là que l'entreprise vit maintenant sans moi. Avant, c'était moi qui organisais les apéros. Et là, depuis 2 ans, ils se débrouillent entre eux. Et je n'y mets même plus les pieds pour que tout le monde soit libre de vivre son expérience l'Amazona sans que la patronne soit là à côté. Quand on parle éthique, souvent on parle de prix juste. On avait vu d'ailleurs un reportage, je crois que c'est sur Netflix, où on a beaucoup parlé du prix juste. David, toi, sur ton site, il y a le mot, des matelas vendus au prix juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour Cliply? Ça veut dire quoi en termes généraux? Et est-ce que c'est pas devenu un peu un terme marketing un peu bullshit pour faire croire quelque chose aux clients qui serait peut-être pas la vérité? Je suis tout à fait d'accord. En fait, les prix justes, tu peux les trouver sur plein de sites qui en a, à mon sens, n'ont rien à voir avec les prix justes. Pour moi, un prix juste, c'est un prix qui contient à son intérieur 2 notions. La première, c'est la notion de production. Un prix juste, pour moi, pour Cliply, ça veut dire quelque chose qui est produit en Europe, avec des contraintes européennes, avec des salaires européens, avec des normes européennes, etc. Donc il y a une contrainte de production à l'intérieur et ensuite il y a une contrainte que moi j'appelle externalité négative. En fait, souvent dans nos prix, en général, quand vous achetez quelque chose, la notion des prix, en fait, les prix que vous achetez ne contiennent pas forcément la notion d'externalité négative. Donc ça veut dire que par exemple vous achetez, je sais pas, des pneus pour votre voiture, vous payez les pneus, mais en fait vous ne payez pas forcément les dommages, les dégâts que ces pneus peuvent causer sur la planète, etc. Donc je pense que prix juste contient ces 2 notions en fait à son intérieur. Et je pense que chez Cliply, on essaie de mettre ces choses à la bonne, dans les prix. Et en fait, bon, il y a la notion de marge aussi qui ne doit pas, ne pas être abusif. Et chez nous, la marge est assez correcte. Si vous voulez, je peux vous dire, on fait, voilà, on fait x2 sur nos coûts de production. Mais les coûts de production, nous, on parle aussi des coûts de production et externalités négatives. Donc voilà, c'est transparent chez nous. Je pense que voilà, on le voit de plus en plus, cette notion de prix juste, ça ne veut rien dire en fait. C'est ça, ça veut rien dire, et moi je le vois sur beaucoup de sites, et à la fin on se dit ouais, ça devient un argument marketing, un peu de greenwashing dans le fond, pour faire croire aux clients qu'ils achètent le bon prix, et à la fin le bon prix, c'est celui que tu as vraiment envie d'acheter. C'est quoi un prix juste quand on n'achète pas la marchandise?
Ah oui, nous, le prix, c'est vraiment un thème récurrent. Alors déjà, la grande majorité des personnes pensent, on vous a donné les produits, donc comment ça se fait que ça soit si cher? Enfin, à la limite, vous pourriez nous les donner. Les gens négocient énormément dans les bric-à-brac, c'est quand même incroyable. Il y a des photos de l'abbé Pierre partout, il y a les messages pourquoi on fait ça, et ça négocie, quoi, ça négocie. Où on va nous dire, mais oui, mais sur le Bon Coin, tel produit, je l'ai moins cher. Oui, mais alors c'est des particuliers en fait qui vendent. Donc nous, on est comme une entreprise en fait. On paye des gens, il y a des locaux, etc. Enfin, c'est assez incroyable. Beaucoup de pédagogie à faire. Puis en plus sur l'occasion, c'est vrai que ça commence à changer là. Parce que le produit d'occasion est aussi vu comme un produit rare, voilà, qui a une valeur en soi, même supérieure au neuf, sur plein d'aspects, parce que souvent c'est des produits aussi qui sont plus résistants et voilà, qui ont été fabriqués avant. Et donc bon, voilà. En plus, nous, on est souvent accusés d'être plus cher qu'un espace physique Emmaüs. Mais pourquoi? On l'a vu sur Capital d'ailleurs, il y a voilà. 10 jours. L'angle de Capital, de toute façon, c'est beaucoup celui-ci. Mais oui, c'est sûr, on est plus cher, je pense, sur certains produits que dans les espaces de vente. Toute notre gamme livres, par exemple, on a, je pense, environ 600 000 livres sur le site qui sont à 2 €. Bon, je pense que c'est correct. On a beaucoup de smartphones reconditionnés, d'ordinateurs voilà, qui sont évidemment bien moins chers que du neuf et qui sont garantis jusqu'à 2 ans. Aussi, ça on s'en doute pas, mais on est capable de garantir quand même sur 2 ans des produits. Après, un joli petit bibelot qui a été sélectionné avec soin parmi des milliers de produits, qui a été pris en photo, qui a été décrit, dont le compagnon a cherché la cotation sur Internet, ensuite il va faire son colis, etc. Enfin, un produit, une annonce, c'est 20-30 minutes quelquefois. Donc on ne va pas vendre ça 2 €. Et on va même plus loin, on commence à prendre le contre-pied de tous les événements commerciaux classiques. Donc jusqu'à présent, on faisait des soldes, comme tout le monde, parce que sinon, on se faisait laminer pendant ces périodes-là, parce que quand on peut acheter du neuf moins cher que de l'occasion, forcément, voilà, on continue à avoir ce réflexe du neuf. Et donc là, on a pris notre courage à deux mains au sortir du confinement, parce qu'on a très bien marché pendant le confinement. Quand on parle de croissance, nous, c'était x4 pendant le confinement sur certaines gammes de produits, et on double, on est sur plus 100% d'année en année depuis 4 ans. Faut le dire, on est capable de faire une croissance énorme en fait sur ce type d'activité. Donc on s'est dit, on ne fera pas de solde en juillet. Il n'y a pas de raison, on ne va pas brader le travail en fait des compagnons. On n'est déjà pas cher, on est déjà une bonne affaire pour la planète, pour les hommes. Donc, ça a super bien marché. Voilà, on a bien communiqué dessus, on a expliqué pourquoi. On a dit qu'on soldait le monde d'avant plutôt que nos produits. Et les consommateurs, ils ont suivi. Parce qu'il y a une aspiration en ce moment, c'est une lame de fond, je pense qu'on le dit tous, mais c'est vraiment énorme, je pense quand même, la bascule qui est en train de s'opérer. Le web, c'est pas toujours considéré comme la façon de commercialiser la plus éthique, la plus green. On voit souvent des livraisons offertes, des retours offerts, et finalement on essaye de lever les freins à la consommation. En levant tous les freins à l'achat. C'est quoi le bon équilibre justement entre faire vendre et faire vendre intelligemment? On l'a pas préparé celle-là. C'est très difficile. Moi, j'ai une autre expérience que celle de l'Amazona dont j'aimerais parler. On a tenté de lancer un site de vente en ligne de mode éthique. C'était il y a 2 ans, en voulant être au même niveau que les Zalando, les Zara, les Zalando surtout, Asos et compagnie. Donc, frais de port offert et retour gratuit. Ça a été une catastrophe, on s'est planté. En fait, les personnes ont tellement pris l'habitude qu'elles commandaient 3 fois la même robe dans 3 tailles différentes pour l'essayer et renvoyer les 2 qui n'étaient pas bonnes, voire les 3 parce que finalement la couleur, j'en ai plus envie. Donc on s'est vraiment planté à vouloir concurrencer le nouvel e-commerce. Donc ça, c'est pas bon. Et sur l'Amazona, c'est une question permanente. Est-ce qu'on offre les frais de port ou pas? Alors on les offre au-dessus d'un certain panier d'achat, mais normalement on ne fait jamais de frais de port à 0. Mais ça reste un mensonge, on les paye très cher, ces frais de port. Toi, tu dois les payer encore plus cher, les frais de port. Très cher. Justement, c'est quoi le bon équilibre entre je t'offre, je reprends ton matelas si jamais il ne te convient pas, essaye-le, salis-le, et qu'est-ce qu'on en fait derrière? Là, il y a une vraie question justement éthique et green. Comment tu mixes pour faire
en même temps de la croissance et en même temps respecter des engagements et des valeurs? Bah, il y a un équilibre à trouver. En fait, si vous regardez l'IPO de Casper, en fait, Casper, c'est un concurrent, c'est un gros DNVB dans le matelas synthétique et en plastique qui est aux États-Unis. En fait, ils ont dévoilé leurs chiffres de retour. En fait, ils sont entre 14 et 17%. En fait, nous, avec ce taux de retour, on serait mort. Directement, on ferme la boîte demain. Je me demande, eux, comment ils font. Par contre, ça montre aussi les discours. Ils perdent des millions. Ça montre aussi les marges, comme ils peuvent même soutenir des business qui n'ont aucun sens. Et en fait, il y a deux éléments. Les premières, c'est que nous, on a un taux de retour très faible, simplement parce que les produits sont excellents. Donc, en fait, on peut l'offrir parce que, justement, il y a très, très peu de clients qui les retournent. On offre un produit excellent et le taux de retour il est très faible. Donc, en fait, on peut se permettre d'offrir ça parce qu'il est déclenché seulement par une partie vraiment minime des clients. Sinon, le business ne tiendrait pas. Et ensuite, les matelas qui sont retournés, ils sont donnés. Donc, voilà, ils rentrent dans nos entrepôts logistiques, ils sont nettoyés, ils sont préparés, ils sont envoyés chez des associations. Bon, pas chez Emmaüs pour l'instant, mais chez d'autres associations. Et en fait, nous, on fait ça dans le cadre de 1% pour la planète. Donc, c'est un système qui se fonde sur ces deux paramètres. Et si déjà on n'a pas beaucoup de retours et si les retours ils sont gérés d'une façon intelligente, ça peut tenir la route. Mais c'est vrai que c'est un gros défi pour Keeply. C'est le défi numéro 1, c'est les paramètres qu'on regarde le plus. Déjà parce que ça montre la satisfaction des clients. Et de deux, parce que sinon, ça peut pas tenir. Est-ce que votre rôle, c'est aussi justement, tu parlais de ton site de mode éthique, c'est de faire comprendre au client que son choix est important quand il achète, il ne doit pas acheter n'importe quoi, il ne doit pas acheter 3 robes, il ne doit pas acheter un matelas pour juste l'essayer, peut-être le faire chez trois concurrents pour à la fin choisir celui qu'il préfère. Est-ce que c'est aussi votre rôle de faire prendre conscience de ça? Oui, bien sûr. Oui, on l'explique, on le réexplique, mais les habitudes sont tellement fortes, les autres habitudes qui ont déjà été prises, que c'est compliqué. Au moment où on annonce prenez le temps de recevoir votre commande dans 3-4 jours, on a Naturalia qui annonce la livraison en 1 heure au cœur de Paris. Donc c'est dur, c'est difficile. Moi, j'ai un exemple très concret qui m'est arrivé la semaine dernière. J'ai un client qui a un poste très, très élevé dans l'administration publique, qui gère des parcs naturels, et qui a acheté un matelas chez Keeply. Et en fait, comme quand on commande un matelas et un sommier, il peut avoir 100 € de réduction. Et cette réduction, nous, on ne fait pas de promo. C'est juste parce que la livraison combinée, ça coûte moins cher. Donc, on reverse les frais à moins chez les clients. Il nous a dit, nous, j'ai acheté les matelas, je veux les 100 € de réduction. On a lui expliqué, mais en fait, ce n'est pas une réduction. C'est juste qu'on dépense moins dans la livraison, donc ce n'est pas possible. Et donc, il nous a dit, bon, alors je vous retourne les matelas. Donc, vous voyez, en fait, ça, c'est vraiment la mentalité en fait, qui est en vigueur en ce moment. Même chez des gens, moi, j'ai regardé son poste, j'ai halluciné. Je me suis dit, bon, ça veut dire qu'en fait, il y a un travail encore qui est énorme à faire. Et c'est des habitudes qu'on a prises avec les marketplaces, avec des sites qui permettent aux consommateurs de faire ce qu'ils veulent. Mais en fait, tout ça, c'est délirant, en fait. C'est simplement délirant. Et donc, voilà, on l'a appelé, on lui a parlé. Voilà. On essaie aussi de comprendre les pourquoi on arrive à temps. C'est un exemple. Moi, je pense que ça tiendra beaucoup à l'évaluation des entreprises type bilan carbone ou ce genre de choses. En fait, il faut vraiment qu'on arrive à imposer à grande échelle des évaluations de ce type-là pour que les gens comprennent l'impact carbone de chaque achat et solidaire. Ça serait bien aussi qu'on ait le même type d'évaluation pour l'utilité sociale humaine des entreprises. Et par exemple, nous, on a aussi beaucoup couru après ces pratiques commerciales au début, parce que comme on n'y connaissait rien, on se disait que déjà qu'il allait y avoir un jugement par rapport à Emmaüs ne serait pas capable d'avoir un service client professionnel, etc. Donc vraiment, on a fait beaucoup d'efforts. Puis au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'on avait 2% de retour et de demande de remboursement, que c'était hyper bas. Et donc les gens étaient contents, globalement, dans une très grande majorité, alors qu'on ne livrait pas en 1 jour ou en 1 heure, etc. Et puis en parallèle, on a fait un bilan carbone. Ça, c'est obligatoire quand on a plus de 500 employés. Nous, on est 30. Donc, c'était vraiment volontariste de notre part, parce qu'on ne se satisfait pas non plus de faire un truc solidaire, éco-responsable. C'est du e-commerce.
On sait bien quand même que le e-commerce, c'est pas la panacée quand même en termes d'environnement. Donc on voulait vraiment comprendre exactement notre impact. Et finalement, on a 7 fois moins d'impact qu'un magasin physique qui vendrait les mêmes produits que nous. C'est quand même vertigineux quoi, comme chiffre. Et pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de livraison express. Donc on livre en 3-4 jours. Et les gens, ils sont contents de ces délais-là, je pense. Enfin, c'est pas non plus... Et on utilise des emballages reconditionnés, enfin, ou récupérés, voilà. Enfin, voilà, 2-3 petites choses comme ça. On fait beaucoup de points relais, donc ça massifie. Beaucoup de la poste avec de l'électrique, voilà. Donc ça tient à quelques... Mais ça, si tous les consommateurs avaient une vision beaucoup plus claire comme ça, en termes d'évaluation sur les entreprises, peut-être que ça changerait petit à petit les choses. Et le dernier thème que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le thème du financement. On le voit beaucoup, il y a énormément de marques qui sont surfinancées, tu parlais de Casper, pour atteindre des croissances, pour atteindre des volumes, etc. Le fonds d'investissement, le financeur, la banque n'a pas toujours les mêmes intérêts que vous, éthique, green. Comment on jongle avec ça? Encore une fois, j'ai l'impression quand même que gérer un business green éthique, ça va être un peu jongleur ou équilibriste, mais comment on jongle avec des volontés qui sont purement financières et de pression aussi, on le voit, hein, il y a quand même beaucoup de marques qui ont la pression pour rendre à son investisseur un pourcentage élevé. Comment on fait justement au quotidien pour prendre les bonnes décisions, pour en même temps satisfaire celui qui nous aide et ne pas rester dans un prix juste et avoir des engagements qui tiennent la route? C'est simple, on n'en prend pas. Pas d'investisseurs, pas d'emprunt à la banque, rien, rien, rien. Et là, on est complètement libre. Moi, je suis partie de 2500 €, donc j'avais 500 € en poche et ma mère m'en a donné 2000 pour démarrer. Et c'est pour ça que j'ai pas pu me payer pendant 5 ans, puisque la croissance a été très très lente. Il a fallu faire fructifier ces 2500 €. J'avais même pris un compte bancaire à la poste sans découvert autorisé pour démarrer, pour être sûr d'être vraiment juste avec les petits sous que j'avais. Et aujourd'hui, on fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a pour le moment un emprunt pour un camion et pour des racks et des verrières. Enfin bref, rien quoi. Ça va changer à partir de la fin de l'année, puisque là, on va construire notre propre bâtiment et qui sera positif en énergie. Donc, c'est des gros investissements. Mais donc, jusqu'à aujourd'hui, on est complètement libre. C'est bien ça. Mais il fallait être patient, par contre. Ouais. Toi aussi, David? Nous, on a démarré avec un peu plus. En fait, non. J'ai démarré avec mon propre argent aussi, avec 50 000 € par contre, parce que dans le matelas, c'est un peu plus... c'est de l'argent que j'avais gagné dans mes emplois précédents, c'était toutes mes épargnes. En fait, nous, on a levé des fonds avec un fonds éthique qui s'appelle Alter Equity. On est parti sur un accord pour 2 millions d'euros, mais en fait, dans l'accord, c'était prévu qu'on pouvait diviser en deux. Donc, ne pas prendre toute la somme. Et donc, nous, on a décidé, à bout d'un an, de prendre juste la première partie. Pour nous, c'était quand même compliqué d'avancer, en fait, avec que notre propre croissance. Elle était suffisante pour payer tous les salaires, etc. Mais elle était insuffisante, par exemple, pour pouvoir prendre des risques, quelques risques en plus. Pas des gros risques, mais quelques risques. Genre, on a ouvert une boutique à Paris. Et ouvrir une boutique, vous savez bien que il faut donner aux locataires plein de garanties et tout ça, chose que nous n'avions pas. Donc pour cela, on a décidé de faire ce choix. Je suis très d'accord avec toi. Enfin, si je devrais tourner en arrière, je ne prendrai pas. Je resterai libre. Vrai, les contraintes que j'ai sont très légères pour aujourd'hui. On ne prendra plus jamais d'autres financeurs, c'est sûr. Si je devrais créer d'autres entreprises, donner un conseil, prenez pas des fonds d'investissement. Pourtant, ça peut être tentant pour aller beaucoup plus vite. Toi, Maud, tu as un modèle de financement très différent. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors c'est une coopérative, du coup ça nous a complètement fermé la porte de tout ce qui est business angel, même solidaire, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Même les fonds d'investissement solidaires, c'est 5% d'intérêt minimum, hein, donc ça reste très élevé. Donc nous, on s'est basé sur 3 sources de financement. On a quand même réuni 2 millions d'euros en 4 ans. On a le grand public qui peut prendre des parts.
Donc notre capital est ouvert à n'importe qui. 20 €, c'est une part et voilà, sans limite. C'est de l'argent qui est placé. Les gens peuvent le récupérer s'ils s'en vont, mais en revanche, il n'y a pas de dividende. Il n'y a aucune rémunération du capital. Et c'est un homme égale une voix, donc un fonctionnement entièrement démocratique, pas lié à la part de capital qu'on peut avoir. Ensuite, on a eu aussi des subventions de collectivités, fondations, etc., pour évidemment notre projet social et éco-responsable. Et puis après, on a quand même complété par des fonds d'investissement solidaires, type France Active, INCO, voilà, ce type de fonds d'investissement. C'est sûr que c'est limitant quand même. Il y a des moments, quand je vois, c'est tellement ultra concurrentiel en fait le e-commerce. Je rêverais là comme ça d'avoir des millions pour refaire les choses beaucoup plus rapidement, beaucoup plus grand surtout quoi en fait, avoir beaucoup plus d'impact. Mais c'était une chance aussi de pas lever des fonds comme une start-up classique parce que chaque centime est compté en fait en termes de décision, de placement, d'activité, et je pense que nos fondations sont plus solides. Bon, malheureusement, on est arrivé au bout. C'est dommage parce que j'avais encore plein de questions sur l'international, sur plein de sujets. Malheureusement, on doit rendre parce qu'il y a des gens qui commencent à parler à 10 heures. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Je trouve que vous êtes tous les trois, et il y en a plein d'autres, des notes d'espoir pour un futur, je pense, plus raisonnable, plus sain, plus éthique, plus green et qui donne envie. Je pense que il y a des vrais modèles à copier. Quand je dis copier, on n'est pas obligé de faire la même chose, mais en tout cas, on peut s'en inspirer fortement. On peut s'inspirer fortement des valeurs et vraiment, je pense que c'est important. On vit dans un monde qui va trop vite, qui produit trop, qui jette trop. Et déjà, vous avez là, maintenant, vous ne jetterez plus et vous donnerez à Emmaüs vos vieux jeans, etc. Vendrez plus surtout. Il ouais, ne faut pas vendre, vous donner. Et parce que les Vinted, quand on vend à 2 € avec des frais de port très très chers, ça à la fin pas un grand sens. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous donne beaucoup d'espoir, beaucoup de motivation pour cette journée et puis pour le reste de votre vie. Merci beaucoup d'être venu. À bientôt. Merci.